grossesse, ça a été assez compliqué. Donc j'avais un risque sur 33 qu'il soit trisomique. Alors à la maternité, elle est née 2 jours après, ils ont eu un doute. Donc ça s'est avéré qu'elle était porteuse de trisomie 21. Donc Benoni, mon fils, est né en juillet 87. Donc il a en plein l'été, il fait chaud aussi. Oui, il est né donc en juillet. Il a 33 ans. D'accord. Nous avons su qu'il était trisomique un mois après sa naissance. Donc je m'appelle Émilie et je suis la maman de Baptiste qui a 8 ans. Le diagnostic, on l'a que très récemment et il est avec des points de suspension. Alors la grossesse s'est très bien passée. La naissance, Perrine est arrivée, c'était un bébé très calme. Perrine avait 4 ans et demi quand on l'a emmenée au CMPE. Il y a eu beaucoup d'examens de fait et c'est seulement à la veille de ses 10 ans qu'on a su qu'elle était autiste. Parce qu'on avait demandé s'il y avait un diagnostic de posé. Et Perrine, ça l'a beaucoup soulagée de savoir qu'elle était autiste parce qu'elle pouvait enfin poser un mot et expliquer aux autres enfants ses différences. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis là. Et Lucas est là, je ne sais pas comment non plus. Ne demandez pas, les médecins ne savent pas non plus. Enfin, toujours est-il qu'on est là tous les deux, maintenant en bonne santé. Et après, du coup, la vie commence à reprendre un petit peu son cours. Des personnes qu'on pensait être des amis, qui ont fui. Mais on a rencontré d'autres personnes qui sont venues vers nous. 2 personnes, Philippe et Michel, qui sont venus avec leur fille Aurélie, une jeune fille qui à l'époque avait 4 ans de plus que Benoni. Et bon, ça nous a réconfortés. Baptiste a un suivi en génétique donc depuis ses 18 mois où il fait régulièrement tous les ans des tests génétiques pour déceler justement une maladie ou un syndrome qui n'est toujours pas trouvé. Les résultats reviennent négatifs systématiquement en fait. On a fait une IRM, les données sont parties à Paris, à l'hôpital Trousseau. Le bébé a un kyste au niveau du cervelet mais qu'on peut vivre toute sa vie avec sans le savoir. Donc l'accouchement se passe, tout va bien, voilà, partagé entre l'arrivée du bébé qui est un moment de bonheur et puis de se dire qu'il aurait pu ne pas être là. J'ai rencontré Marie, elle était enceinte de Aristide. Je gardais sa petite fille, Anne-Flore. Et du coup, elle m'a proposé de garder son petit garçon qui allait arriver. Et elle ne savait pas encore exactement le problème qu'il aurait, mais il y avait un problème. Donc moi j'ai accepté tout de suite, moi il n'y a pas de souci. Je vois que c'est un petit peu compliqué, c'est un bébé qui ne bouge pas du tout, qui ne s'intéresse à rien, qui peut rester des heures avec un jouet sans ni mobiliser l'attention, ni essayer de se déplacer, ni essayer de communiquer. Bon, j'en parle au pédiatre, il me dit vous savez, vous avez une grossesse compliquée, puis il ne faut pas comparer avec votre fille aînée. On s'est beaucoup parlé, puis on s'est rapprochés du coup. Aristide avait une assistante maternelle. On a beaucoup échangé toutes les deux parce qu'elle aussi voyait bien qu'il y avait quelque chose. Donc on en discutait souvent, on échangeait beaucoup. Puis voilà, elle me disait peut-être que c'est un enfant qui va avoir besoin peut-être de plus de temps. Elle me citait des exemples de personnes qu'elle connaissait ou dans sa famille qui ont eu une évolution plus lente, mais qui aujourd'hui en tant qu'adultes sont autonomes. Voilà, on a vraiment beaucoup échangé. Surtout l'écoute en fait. Parce que pour le coup, elle ne pouvait pas vraiment me conseiller, mais elle était vraiment à l'écoute. J'ai pas cherché à le montrer différent des autres. Je réagissais pareil avec lui qu'avec les autres. Puis à force d'attendre, il s'écoule presque une autre année. Et puis on repasse une IRM.
On retourne à Paris, donc revoir le neuropédiatre. Mais du coup, on lui demande ce qu'il voit et puis il dit bon, oui, je vois quelque chose. Qu'on ne voyait pas in utero, qu'on ne voyait pas. Donc Aristide avait repassé une IRM à 2 mois, ça ne se voyait pas. Et en fait, ça s'appelle une hétérotopie, donc c'est des neurones qui, au 4e mois de grossesse, n'ont pas migré dans la bonne partie du cerveau. Donc il dit là très clairement, on s'est planté sur le diagnostic. J'ai dit ok, bon, donc comment ça se passe? Ça s'opère, il y a un traitement. Donc là, il nous dit non, il n'y a pas de traitement, ça ne s'opère pas, ça ne se soigne pas, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous ne faites déjà. Donc là, c'est un peu le monde qui s'écroule pendant 48 heures, de se dire bon bah voilà, j'avais bien vu qu'il y avait un retard, mais je m'étais dit comme il y a ce kyste au niveau du cervelet, on va enlever le kyste et puis ça va repartir quoi. Et puis non, du coup ça repart pas. La naissance de Benoni jusqu'à 4 ans, j'ai dû donc arrêter mon activité professionnelle. Il n'y avait pas de solution d'accueil, donc j'ai dû arrêter pendant quelques années. Puis bon, c'était pas toujours facile. J'ai remarqué en discutant avec des jeunes parents qu'ils se retrouvent avec les mêmes difficultés, c'est-à-dire l'annonce du handicap. Moi, il y a 30 ans, c'était la même chose. L'annonce du handicap, le parcours avec ses difficultés pour trouver une crèche, une école, à qui s'adresser. Les papiers administratifs. L'administratif, voilà, on est un petit peu, on est perdu. Et les parents sont encore en difficulté. Parce qu'on a des enfants handicapés, on est vachement embêtés à cause des garderies, des centres aérés, tout ça. Ils ne veulent pas les prendre parce que c'est compliqué, parce que c'est vrai que ça demande plus d'attention. Et nous, en tant que maman, quand on bosse, ça nous met un peu dans la panade, quoi. Et pareil, au niveau des nounous, il devrait y avoir un travail un peu plus sur les enfants handicapés, pour qu'elles se sentent plus à l'aise. Je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est vrai que les gens, dès qu'il y a un peu d'inconnus, ils ont un peu peur. Donc les éducatrices encore du CESAD, ils ont fait un super travail. C'est pas parce qu'on a un enfant handicapé qu'on va... Enfin, si on pouvait, à la limite, on arrêterait de bosser. Mais on peut pas, et puis on n'a pas forcément envie. Et là, on est embêtés. Je suis éducatrice pour le CESAD de l'UNAPI 17. Donc le CESAD en fait accompagne les enfants dans tout leur lieu de vie. On se distingue en ça de l'institution. Donc on les accompagne dans tous les domaines en fait possibles et là où ils sont. Donc l'école, quand ils sont petits, c'est la crèche, le centre de loisirs, mais c'est les activités aussi sportives. Puis après, il y a tout le travail autour de la vie sociale, l'aspect pré-professionnel et professionnel, l'habitat. Enfin voilà, on peut imaginer. Et c'est vraiment en fonction des besoins de l'enfant en fait et de sa famille. Parce qu'au départ, en fait, on nous disait non, mais là, il n'y a rien, il faut partir sur Toulouse, Bordeaux. On était prêts à vendre et puis partir. Et voilà, alors comme nous, on ne connaissait rien parce que forcément, on tombait un peu de haut. Voilà, on s'est dit, on va vendre, hein, si on ne peut rien faire ici, il va bien falloir qu'on s'en occupe. Et puis voilà, on a eu cette chance-là, donc on a rencontré les gens du CESAD et ils nous ont super bien aiguillés. Donc après, maintenant, à l'âge de 6 mois, elle est allée en crèche à Méli-Mélo. En fait, il y avait 2 éducs du CESAD. J'ai été arrêtée au mois de juin et je devais accoucher au mois d'octobre. Et là, j'ai été 3 ans en congé, arrêtée quoi, j'étais en congé maladie quoi. Lucas a quand même une prise en charge, a commencé sa prise en charge kiné à l'âge de 9 mois, à raison de 2 fois par semaine. Donc tout bébé déjà, il a commencé à avoir kiné, orthophonie, de mois en mois, à fur et à mesure qu'il avançait dans l'âge, on a ajouté des choses. Je suis plus que maman, hein, je suis aussi infirmière, je suis aussi chauffeur de taxi. Financièrement, ça pèse dans un budget familial, surtout quand la maman ne travaille pas. Et à un moment donné, il a bien fallu commencer à se poser la question aussi, je voudrais bien reprendre le travail, moi, financièrement. Et puis c'était dur de rester à la maison. Et puis là, j'ai commencé à chercher une assistante maternelle et j'ai jamais pu trouver d'assistante maternelle. Personne ne voulait prendre Lucas, avec tous les problèmes de santé qu'il a, c'était trop. Et puis beaucoup de gestes infirmiers. Donc ça, elle ne voulait pas, et moi je peux comprendre. J'ai téléphoné dans plein de crèches aussi.
par rapport au développement de Baptiste, on considère qu'effectivement la rentrée à l'école, tout seul en autonomie, malgré que ça soit en maternelle, va être compliquée. J'ai rencontré Baptiste par l'intermédiaire du CESAD où je travaille. Donc Baptiste était accueilli dans une crèche. Donc il était tout petit encore et puis il était accueilli qu'à temps partiel en fait. Donc la maman ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas le laisser toute la journée comme une maman classique. Donc ça a été un petit peu compliqué pour cette maman parce que elle a mis sa carrière professionnelle entre parenthèses, elle s'en est occupée vraiment seule. La prise en charge de Baptiste s'arrête puisque il atteint ses 3 ans. Donc après s'ensuit donc des réunions pédagogiques. Donc à l'école, avec un enseignant référent, ce qu'on appelle des ESS, pour justement préparer cette rentrée qui va être un peu particulière pour Baptiste, donc l'aménagement d'horaire et effectivement l'intervention du coup d'une AVS sur tout le temps scolaire. J'ai accueilli Baptiste, il avait 1 an et je l'ai accueilli jusqu'à ses 3 ans et demi, jusqu'à son entrée à l'école en fait. Ce qui a été bien, c'est que le CESAD, quand il a commencé à mettre en place un suivi avec l'éducatrice, on s'est rencontrés, nous, les éducatrices, entre les 2 services. On a commencé à faire du lien aussi avec l'école. Ça a été de ce regard croisé que nous avons eu entre tous les professionnels qui ont suivi Baptiste à un moment donné, charnière, qui a été le passage de la crèche à l'école. Il démarre sa scolarité, oui, en petite section, avec une AVS à temps complet. Le but, c'est qu'il puisse être encore accompagné par des soins spécifiques. Et là, avec le papa d'Aristide, c'était vraiment compliqué au quotidien. On avait deux visions des choses. Et là, on s'est séparés quand Aristide avait 4 ans. Alors au début, c'est un peu compliqué parce que Aristide, il demande une attention constante. Mais je ne pouvais pas non plus délaisser ma fille aînée. Voilà, pour elle, déjà, c'est compliqué, ça a toujours été compliqué. Elle a bien vu que Aristide demandait beaucoup d'attention, mais elle en avait besoin également. Là, de se retrouver tout seul à devoir partager un temps qu'on n'a pas forcément, c'était dur. Elle me suivait chez l'orthophoniste, elle me suivait chez la psychomote, elle voulait aller chez une copine, c'était pas toujours possible parce qu'il y avait les rendez-vous d'Aristide à côté. Donc là, oui, quand on se retrouve tous les 3 à la maison, la question se pose de comment je vais partager mon temps, même si j'avais déjà l'habitude de gérer le quotidien, mais là c'était gérer le temps et le découper, quoi. Au niveau de ces prises en charge là, effectivement, ça prend énormément de temps sur la journée. J'ai arrêté de travailler. Les difficultés que je vais avoir rencontrées à ce moment-là, c'est effectivement pour un moyen de garde aussi, passer 3 ans. Où effectivement, du coup, c'est compliqué de faire appel à des assistantes maternelles. Elle avait besoin d'accompagnement parce que c'est pas toujours évident de prendre en charge Baptiste, de lui trouver des activités, des occupations en dehors de l'école ou en dehors de la crèche. Donc on essayait de lui donner quelques pistes, quelques activités. On a essayé de lui mettre en place des emplois du temps pour que Baptiste se repère dans la journée, qui se repère au niveau des repas, au niveau de la douche. Enfin voilà, il y avait des moments difficiles à gérer le soir, le week-end, etc. Du coup, je me suis séparée du papa de Baptiste, il avait 4 ans. Donc les difficultés de Baptiste y ont été pour une grande partie. Donc effectivement, du coup, je me suis retrouvée seule avec lui. Le retour à la maison n'est pas toujours facile. Le comportement de Baptiste n'est pas toujours facile au quotidien. Et effectivement, à beaucoup de reprises, je me sens seule et démunie à la maison. Ce qui aurait pu être effectivement l'idéal, c'était d'avoir des assistantes maternelles spécialisées ou des gardes à domicile, mais encore une fois spécialisées. Là, ça aurait été possible effectivement que je puisse faire garder Baptiste dans ces conditions-là pour pouvoir retrouver un travail. Quelqu'un qui puisse aller le chercher à l'école, le faire manger le midi, le ramener à l'école l'après-midi. D'avoir quelqu'un qui prenne le relais.
Quelqu'un qui aurait pu prendre Aristide sur une journée et que moi je puisse profiter d'Anne-Flore sur une journée complète à faire des choses rien que pour elle, quoi. Donc après j'avais cette personne, hein, j'avais ma nounou, voilà, il n'y avait pas de souci. Si je lui demandais de prendre Aristide, elle me le prenait volontiers. Mais voilà, peut-être une aide de la MDPH qui prend le relais quand c'est compliqué pour les familles. Alors maintenant ça existe. Les sorties en extérieur qui peuvent poser des fois problème. Et effectivement, voilà, on se retrouve un peu de oui, mais là, c'est pas possible ou c'est difficile, mais oui, mais je fais quoi et comment j'arrive à trouver des solutions, en fait. Baptiste est très bien accompagné, les familles peut-être beaucoup moins. Alors il y a un accompagnement pour Perrine et déjà il y a très peu de choses pour l'entourage, pour la famille. Pendant plus d'1 an, on a fait une thérapie familiale au sein du CMPE. On sent une bienveillance et un soutien moralement, mais dans les faits, ils ne savent pas non plus vraiment comment nous aider pour améliorer les choses. Il manque de place, de personnel pour avoir tous les soutiens qu'ils pourraient apporter, tant en psychologie qu'en psychomotricité, qu'en orthophonie. Donc on fait de l'orthophonie en libéral par exemple, l'ergothérapie aussi c'est en libéral. Ce qui manque beaucoup aussi dans le suivi, c'est que c'est aux parents de chercher des solutions. Je déplore qu'on n'ait pas d'informations, qu'on soit obligé de chercher les informations. Madame Cherboeuf qui va venir tout à l'heure, elle fait partie d'une association, la DEI, que je ne connaissais pas il y a quelques mois, que j'ai découvert par hasard. Elle est là pour voir s'il y a des petites choses à modifier, que ce soit dans la maison, que ce soit dans le quotidien, pour améliorer, oui, pour l'aider à devenir autonome. Il existe plein de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, j'ai découvert qu'il y a des séances de cinéma adaptées pour les enfants qui sont différents. Et c'est en discutant avec d'autres parents ou avec des gens par hasard qu'on a rencontrés qu'on découvre des choses qui peuvent nous aider. Donc on doit toujours chercher. Si on a le courage, le temps, la patience, parce qu'il faut avoir encore de l'énergie, ce qui manque aux parents d'enfants handicapés. Et c'est beaucoup du hasard, du fait de rencontres qu'on apprend des choses. Alors les structures, oui, pour nous expliquer des choses, oui. Comme là, nous, c'est vrai que le CESA nous explique bien ce qui va se passer et ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est plutôt le reste, après, le temps que ça prend. C'est plutôt ça, c'est pas les informations qui sont mal relayées, c'est plutôt après le temps que ça prend administrativement. Ça, c'est une galère. Ouais, les papiers, toucher des aides, c'est tout un bazar. Tous les 6 mois, il faut demander, il faut refaire des dossiers qui... Mais quand je la voyais au quotidien, Marie et Aristide, je me dis waouh, c'était impressionnant en fait. Et la demande d'énergie en fait. Hein. Il faut avoir beaucoup de ressources, un sacré moral et puis. Mais maintenant Aristide il le rend bien en fait. Hein. Et puis quand on s'est rencontrés, effectivement il y a eu tout ce questionnement qui est intérieur. Hein, voilà. Est-ce que comment faire en fait, parce que Aristide, j'avais jamais été confronté ou habitué à être avec une personne handicapée, et là j'ai découvert une personne avec laquelle la relation a mis du temps à s'établir, parce qu'il y avait une relation quasi exclusive avec sa maman. Il avait beaucoup de mal à se détacher, il a sollicité énormément. Et puis petit à petit, force de patience, de persévérance, de compréhension, eh bien on a réussi à établir une relation avec Aristide. Enfin maintenant je pense qu'il me considère comme un référent, disons, de la famille. La question et après, parce que voilà, petite section, moyenne section, ensuite il y a quand même un écart qui se creuse avec les autres enfants par rapport à leurs compétences scolaires qu'Aristide ne pouvait pas acquérir. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait après la moyenne section? Donc on a fait une demande pour qu'il soit en IME, donc pour les petits c'était l'IMP à Port-Neuf. Le jaune avec le jaune, le vert avec le vert, le rouge avec le rouge. Baptiste prend du retard au niveau de son développement global. La prématurité ne l'explique plus. On vous propose de vous orienter au camp de La Rochelle pour
pour une prise en charge pour le retard global de développement. Quand on fait le dossier MDPH, on se dit bah, on va faire un choix, mais qui est peut-être pas le bon. Et voilà, c'est à nous qu'incombe la responsabilité. Donc oui, c'était pas facile de trancher. J'aurais préféré que le médecin me dise par rapport à ce que vous me dites, par rapport au retard d'Aristide, le mieux c'est de prendre telle option. Parce que quand on nous annonce que notre enfant a des difficultés, c'est en plus il faut dire oui mais je fais quoi, je vais où, je sais pas où je vais et je sais pas qui m'orienter. Ça met une difficulté supplémentaire. Chaque année en fait on fait un bilan de ce qui s'est passé pendant l'année et on voit qu'est-ce qu'il faut envisager pour l'année suivante. Je vous dis, le diagnostic a été posé que la veille de ses 10 ans. Donc en petite enfance, on s'en est occupé comme une petite enfant ordinaire. Ensuite, elle a été en classe Ulysse, ce qui s'appelait anciennement CLIS, pour le CE2. Elle a passé 2 ans en CE2 dans une classe Ulysse. Surtout Perrine, c'est beaucoup la dyspraxie qui la dérange à l'école. Et du coup, c'est très adapté. Il faut savoir que très souvent, les enfants autistes, ils ont d'autres troubles que l'autisme. Donc, pour Perrine, c'est ce qui lui convenait le mieux, parce que c'est ça qui la dérange le plus pour apprendre. Un environnement très apaisant, on s'occupait d'elle. Elle avait beaucoup besoin d'attention et on lui en donnait, c'était très bien pour elle. Elle a appris à devenir élève, avoir un comportement adapté, le comportement qu'on attend d'un enfant à l'école. Après, dans son suivi au CMPE, on a même été aux UHE. Perrine a fait 3 demi-journées par semaine aux UHE pour faire des ateliers, des choses avec d'autres enfants, avec des éducateurs, avec des équipes spécialisées. Primaire, ça s'est relativement bien passé puisque de toute façon elle était accompagnée par le CESAD et puis elle était dans une classe spécialisée, donc avec des maîtresses spécialisées. Quand elle allait à l'école, elle n'avait pas école le jeudi après-midi. Donc, et on n'avait pas de garderie en fait pour Manon. Donc heureusement à l'époque j'avais ma mère qui pouvait me la garder. Quand il est arrivé en grande section, on nous a annoncé que Lucas ne pourrait pas continuer dans un milieu scolaire classique, qu'il allait falloir penser à une école plus spécialisée. Et école spécialisée dit à La Rochelle, et ça fait 4 ans qu'il y est maintenant. C'est toujours difficile de voir son enfant qui évolue différemment des autres enfants. À l'école, on nous propose du coup une orientation donc, à l'IMP, à La Rochelle. Ça me permet de comprendre que Baptiste il a besoin d'un accompagnement particulier, puisqu'il a des besoins particuliers et que c'est la meilleure chose pour lui, pour qu'il grandisse et qu'il évolue correctement. Donc le CESAD qui intervient à l'école par moment et du coup qui appuie cette demande à l'IMP et qui du coup dans l'année à la rentrée suivante Baptiste a sa place et rentre à l'IMP. Pour les familles qui rencontrent des difficultés, je pense que c'est un point fort que de dire il y a au moins ça qui coule. Alors à l'école, moi j'ai eu la chance que ça se soit bien passé pour Lucas. On a fait une demande d'AVS, donc il ne l'a pas eu dès la rentrée. Elle est arrivée, je crois, 15 jours ou 3 semaines après la rentrée. Donc c'est Natacha qu'on a eue. Voilà, elle était contente d'aller à l'école et de pouvoir avoir ses copains, de faire comme son frère. On n'avait pas, au niveau de l'école, ça n'a pas été facile. Avant, les crèches, on n'y est pas facilement non plus. On a eu quand même la chance, après, donc, quand Benoni était scolarisé à partir de 4 ans, d'avoir une nounou qui a pris Benoni comme un autre enfant. Mais ça a été dur. Dur avec même des proches, dur avec des gens qui se sont écartés de nous. Elle a fait du judo. Alors c'était 2 heures par semaine. Elle n'en faisait qu'une, mais on a quand même payé la totalité. Parce que ça gênait des parents
Ça faisait perdre du temps à leurs gosses, que les profs prennent un peu de temps pour nos enfants. Perrine a fait de la gymnastique à l'extérieur, dans un groupe ordinaire. Mais elle a reçu beaucoup de remarques d'enfants et ça l'a marquée, oui, ça l'a vraiment vexée et elle n'a plus voulu y retourner. Ensuite, à la piscine. Du fait qu'elles sont handicapées, on nous colle systématiquement des heures pour elle toute seule, alors qu'elle est capable d'intégrer un groupe. Et puis la danse, mais alors là, on m'a dit que c'était pas possible, la danse. Je veux dire qu'il y avait quand même de grosses difficultés, mais on a eu quand même la chance de trouver des gens qui nous ont bien aidés. On a découvert d'autres personnes avec beaucoup d'amour, mais c'est dur quand même, c'était dur. L'inclusion pour moi, c'est mon cheval de bataille. Je le prône partout. Je suis pour l'inclusion, mais l'inclusion intelligente, j'ai envie de dire. De l'intelligence, enfin oui, parce que c'est bien d'inclure des enfants, mais s'il n'y a pas le personnel pour s'en occuper, qui n'est pas formé, qui n'a pas la quantité, c'est un petit peu le souci qu'on a eu sur le centre de loisirs. Quand il était à l'école, il y avait les temps d'activité périscolaire, qui étaient sur le temps de pause méridienne. Et c'est vrai que sur ce temps-là, la mairie de Saint-Saturnin-du-Bois a fait beaucoup d'efforts, puisque son AVS qu'il avait sur l'école était aussi rémunéré sur les temps entre midi et 2 pour que Lucas puisse faire les animations avec nous. Donc c'est vrai que ça n'a pas été dans beaucoup d'endroits, mais ça c'est important de le souligner aussi. On a toujours fait tout notre possible pour l'accueillir comme il faut, même si avoir une personne supplémentaire aurait été un atout incroyable, mais financièrement c'était très compliqué. Et c'est pas de la mauvaise volonté du personnel ou de la mairie, on sait que c'est un salaire de plus, on sait que c'est une autre organisation, peut-être que personne ne s'est posé la question non plus. Il n'y a pas de personnel formé qui pourrait être sur les temps justement d'inclusion. Une personne qui tournerait sur plusieurs centres de loisirs et qui serait par exemple le lundi à Sassat, le mardi je sais pas où. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on le reçoit beaucoup moins puisqu'il a grandi, son fauteuil a grossi avec lui et c'est vrai qu'au niveau des locaux etc. c'est très compliqué pour s'adapter, quoi. Baptiste a aussi intégré ponctuellement le centre de loisirs avec des enfants ordinaires dans un milieu ordinaire. En tant que maman, c'est très valorisant finalement, effectivement, d'aller chercher son enfant au centre de loisirs et de le voir jouer comme les autres enfants. Par les enfants, il y a une inclusion qui est totale. Mais c'était déjà le cas à l'école. Aristide, c'était un peu la mascotte. Les enfants n'ont pas d'a priori ou n'ont pas le même regard que les adultes en fait. Des fois le handicap ça peut être inquiétant ou on se questionne beaucoup. Et les enfants ils sont pas du tout dans cette démarche. Un enfant pour eux c'est un enfant et on peut jouer avec tout le monde. J'interprète comme ça. Oui, tout à fait. J'y vais en bus, à pied toute seule. Avec moi quand même. Oui, avec ma soeur. Elle prend en autonomie, elle avance énormément. Elle fait des progrès, c'est ce qui motive les parents, c'est ce qui redonne du courage, c'est qu'on la voit évoluer. Et tant qu'elle évolue, on a de l'espoir qu'elle puisse faire plein de choses. Grâce à ses profs, Manon a passé 5 années, puisqu'elle a fait une année supplémentaire, de collège extraordinaire. Elle a eu une prof absolument géniale. Donc elle a même elle est partie en voyage scolaire au ski, ça s'est drôlement bien passé. Depuis de nombreuses années, il est très bien accepté. Mon mari fait du sport, on se retrouve avec un groupe d'anciens rugbyman, Benoni, il est toujours là pour faire la fête, il est dans le groupe, il est vraiment dans le groupe. L'inclusion, en fait, une fois qu'on l'a décidé, c'est pas forcément toujours évident et ça se construit en fait vraiment avec le jeune, l'enfant en premier lieu, sa famille, ses parents et puis les partenaires sur le territoire. Plus l'environnement s'adapte, plus c'est facile pour le jeune. Les perspectives, c'est septembre 2021 pour nous. Donc Lucas, si tout va bien, si on reçoit le papier et qu'il y a de la place,
logiquement, Lucas irait en IEM. C'est un institut de déficience motrice. Alors c'est comme l'école en fait. Il part le matin, il revient le soir. Donc il y a des possibilités d'internat, mais pas pour Lucas parce qu'on n'est pas de la région. Nous on a demandé Nantes, parce que c'est Nantes ou Bordeaux. On vend notre maison, on quitte notre travail et on part sur la région nantaise. Sachant qu'après il y a encore des solutions de formation professionnelle dans d'autres établissements et qu'après il y a du travail pour les jeunes comme Lucas, que dans le bassin Rochelais il n'y aurait pas. J'ai dit dans la voiture après. Non. On va travailler? Oui. Allez. Oui. Allez. Aussi, ouais. Tu vas me montrer? Oui, ventilateur. Faire accrocher la lame. Quand Benoni était plus jeune, jamais on s'était dit, jamais Benoni ira dans une institution. Pour les parents, ça peut faire un petit peu peur, mais en réalité, ça permet quand même aux enfants de prendre quand même une certaine indépendance et de vivre une vie d'adulte. C'est un bien-être et un équilibre pour tout le monde en fait. Et je dirais que maintenant, donc ça fait 13 années qu'il est en foyer occupationnel. Il a des activités, il fait de la tonte de pelouse. Je pourrais dire que maintenant, Benoni, il a retrouvé quand même sa maison au foyer. Côté des... Attends, je vais mettre des massifs, on fera après. Il faut que je mette Tu ça mets le d'abord. starter, ouais. Frère, chauffer le moteur. Depuis qu'il est tout petit, il participe à quelques travaux de la ferme très tôt et avec facilité. Au niveau de l'institution, on essaye de travailler beaucoup avec des partenaires extérieurs. Déjà parce que le handicap permet comme ça de se faire mieux connaître. Et puis, plus on a de possibilités à l'extérieur de faire des choses avec les personnes, plus c'est riche. Tu vas manger avec maman et papa, et après tu vas partir. De toute façon, après le collège, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Alors, il n'y a plus rien. Si, il y a l'IME. Mais on vous dit qu'il y a 2 ans d'attente. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant 2 ans? Heureusement qu'il y avait le CESAD. Les éducatrices, autrement, on est perdu un peu. Cette année est un peu particulière puisqu'elle a fini en fait le collège et qu'il n'y a plus de scolarisation pour elle en fait dans un établissement. Donc tout est à construire et donc on veut continuer à l'accompagner dans son projet de vie avec ses envies, voir en termes de choix, en termes aussi peut-être de projection professionnelle. Donc ça, c'est en concertation avec la famille, avec Manon, bien sûr. Donc là, Manon a pu faire, heureusement, avant le confinement, un stage de découverte dans une boulangerie. Et actuellement, du coup, nous travaillons sur le livret professionnel, mais c'est plutôt intéressant aussi de reprendre ça avec elle, de voir qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle présente ça. Mais tu as fait un stage dans sa boulangerie. Ah oui, c'est ça. L'éducation nationale va nous donner de l'argent pour qu'on puisse ouvrir une classe qui permettrait de recevoir 8 enfants de 16 à 25 ans pour qu'ils puissent continuer un peu le côté scolaire, parce qu'ils prennent plus de temps pour apprendre, forcément, et le côté professionnel, qu'ils puissent faire aussi des stages. Et là, nous, avec mon mari, on est un peu tranquillisés parce qu'on voit que Benoni... depuis quelques mois, il vient à la maison. Ça, il a besoin de venir régulièrement à la maison, comme d'autres enfants, enfants ou d'adultes. Mais on sent qu'il a aussi un besoin d'aller au foyer, retrouver les éducateurs, les résidents. Il a sa vie au foyer. Et ça, pour nous, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on va vieillir et on se dit toujours après. Je voulais dire aussi, grâce quand même à Manon, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires.
Et ça, c'est juste génial parce qu'on se dit que quand même, ça existe. Ouais. Ils ne cachent rien. Ouais. Ils sont vrais. Et dans la société où on est actuellement, je peux vous dire que ça fait chaud au cœur, quoi.